On va maintenant passer à la revue de presse internationale avec vous, Hélène Frade. À la une, ce matin, l'actualité au Brésil où les sénateurs sont convoqués pour se prononcer sur l'ouverture d'un procès en destitution de la présidente Dilma Rousseff. À l'issue de ce vote qui devra se dérouler dans la soirée ou dans la nuit ne fait presque aucun doute, d'après The Wall Street Journal, qui annonce que les sénateurs vont probablement mettre un terme à 13 années de pouvoir du Parti des travailleurs. Le parti de Dilma Rousseff qui a tenté un ultime recours hier en demandant au tribunal suprême fédéral d'annuler ce qu'elle dénonce comme un coup d'État institutionnel sans armes ni baïonnettes, je la cite. Un recours dont le quotidien explique qu'il n'est pas clair s'il permettra à la présidente brésilienne de faire ajourner ou d'empêcher la procédure de destitution dont elle est l'objet. D'après Folha de São Paulo, les sénateurs brésiliens seraient bien décidés à aller jusqu'au bout et le journal qualifie de farce grotesque les tentatives présentées comme des manœuvres, des soutiens de Dilma Rousseff. Une farce qui serait préjudiciable à l'image du Brésil et qui aurait subi ces dernières semaines des dégâts irréparables, je cite. À ses opposants qui l'accusent d'avoir maquillé les comptes publics, les soutiens de Rousseff répondent qu'il cherche avant tout à l'abattre, à en finir avec sa politique. Une politique qui ne serait pas assez libérale aux yeux de ses accusateurs, ou même soupçonnée d'être des sortes de faux-nés du capitalisme made in America. Comme le montre ce dessin qu'on a trouvé sur la page Facebook des dessinateurs mobilisés en faveur de Dilma Rousseff. Un dessin où on voit l'oncle Sam planter le drapeau américain sur une plateforme de Petrobras, le groupe pétrolier par qui le scandale est arrivé. Aux abords, on voit deux destroyers, les journaux Veja et Globo, qui sont accusés de chercher à torpiller la présidence de Dilma Rousseff. À la une également ce matin, l'attentat à la voiture piégée qui a fait au moins 3 morts hier à Diyarbakir, cette grande ville du sud-est de la Turquie à majorité kurde. D'après Hurriyet, l'attaque visait un quart de la police et a été attribuée par la presse gouvernementale au Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, qui a repris, on le sait, la lutte armée l'été dernier après une trêve de 2 ans. La violence frappe à nouveau la Turquie, titre The Wall Street Journal, qui rapporte qu'Ankara a mené une opération militaire inhabituelle le week-end dernier en Syrie, au titre de sa campagne contre le groupe État islamique. C'est ce qu'aurait affirmé au journal un officiel américain. Selon lui, un petit groupe de soldats d'élite turcs aurait pénétré sur le territoire syrien pour permettre de cibler plus efficacement les djihadistes qui se livrent à des attaques à la roquette sur la Turquie depuis des semaines. Des révélations que n'a pas souhaité, en tout cas, commenter Ankara. Le groupe État islamique, lui, qui est parvenu à étendre son emprise en Afghanistan. Le Figaro raconte comment la greffe de l'organisation est parvenue à prendre dans le pays, où sa force reposerait en partie sur des chefs issus de la mouvance djihadiste afghano-pakistanaise. Dans la province du Nangarhar, c'est à l'est du pays, la petite ville d'Achin a vécu plusieurs mois sous la coupe de l'organisation. Il y a 5 mois, raconte notamment le chef de district, une famille d'Achin a célébré une naissance en tirant quelques rafales dans le ciel, comme c'est la tradition. Les combattants de Daesh sont venus, ils ont écartelé le bébé, je cite, une cruauté qui aurait fini par couper le groupe djihadiste de la population, finalement sauvé, entre guillemets, par un accord tacite entre les talibans et les forces afghanes, qui auraient concentré leurs attaques contre l'organisation, appuyée avec le soutien de l'US Air Force. Mais le répit des habitants d'Achin pourrait être de courte durée puisque à Kaboul, une source sécuritaire occidentale aurait confié au Figaro qu'environ 600 combattants de l'organisation État islamique seraient tout simplement partis s'installer dans les provinces voisines de la Kunar et du Nouristan. L'Afghanistan et le Nigeria qui ont été présentés comme peut-être les 2 pays les plus corrompus au monde par David Cameron. C'est ce qu'a déclaré hier le Premier ministre à la reine Elisabeth II lors d'une réception à Buckingham Palace. Une déclaration qui a été faite sous les yeux et les oreilles des caméras, d'après The Daily Mail, alors que David Cameron évoquait la présence demain des 2 dirigeants de ces 2 pays au sommet international contre la corruption organisé par son gouvernement. Est-ce cette gaffe qui semble avoir tant choqué la reine, s'interroge gravement le tabloïd, tandis que The Guardian propose à David Cameron de commencer par balayer devant sa propre porte. Qu'un sommet contre la corruption se tienne dans une ville, Londres, qui est internationalement présentée, notamment par le FMI, comme un paradis fiscal, sous la houlette d'un Premier ministre qui a reconnu le mois dernier avoir bénéficié de fonds provenant de paradis fiscaux. Voilà qui ne manque pas de sel, ironise en substance le journal.
À lire dans la presse britannique ce matin. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse.